On est tous un peu obsédés par cette idée de prédire l'avenir, non? Quelle sera la prochaine grande innovation, le prochain crash boursier? On passe notre temps à essayer de deviner ce qui va changer. Et c'est épuisant. Vraiment, c'est comme essayer d'attraper de la fumée en fait. On est bombardé d'analyses, de prévisions, et la plupart du temps, elles sont fausses. Le monde est juste trop complexe. C'est justement là où les sources qu'on explore aujourd'hui nous proposent un changement de perspective assez radical. Le postulat de Morgan Housel, dans son livre Same as Ever, qu'on pourrait traduire par Toujours la même histoire, il est simple mais puissant. Mhm. Et si la meilleure façon de se préparer pour demain, ce n'était pas de deviner le changement, mais de comprendre ce qui ne change jamais? Exactement. C'est une invitation à détourner notre regard, à ne plus regarder les événements qui sont imprévisibles par nature pour se concentrer sur les comportements humains. La cupidité, la peur. Voilà, la cupidité, la peur, l'envie, notre besoin d'histoire, tout ça. Ces choses-là, elles étaient les mêmes à l'époque de la Rome antique, et elles le seront probablement encore dans 500 ans, même avec des voitures volantes. Alors, la mission de notre discussion aujourd'hui, c'est de plonger dans ces vérités intemporelles. Quelles sont ces constantes de la nature humaine qui façonnent nos vies, nos finances, le monde dont? Et surtout, comment cette compréhension peut nous servir de boussole? Bon, pour commencer, il faut accepter une idée. Une idée assez inconfortable que le livre met en avant dès le début. Oui, notre sentiment de contrôle sur l'avenir, c'est une illusion. Une pure illusion. On croit tracer une ligne droite, mais en réalité, tout ne tient qu'à un fil. C'est une idée qui l'ancre dans une expérience personnelle, une expérience tragique, vraiment fondatrice pour lui. Adolescent, Ouzel était un skieur de compétition, à un très bon niveau. D'accord. Un matin, après une énorme tempête de neige, il part skier en piste avec ses deux meilleurs amis, Brendan et Brian. Ils sont jeunes, ils se sentent invincibles. Le scénario classique, quoi. Voilà. Ils font une première descente et là, ils sont pris dans une petite avalanche. Rien de méchant. Ils s'en sortent, ils en rient, l'adrénaline, tout ça. Ses amis, euphoriques, veulent absolument y retourner. Et lui? Et lui, pour une raison qu'il n'explique toujours pas aujourd'hui, il a un mauvais pressentiment, une intuition, un caprice. Il ne sait pas. Il décide de ne pas y aller cette fois. Il leur dit « Je vous attends en bas, près de la voiture ». Une décision anodine? Complètement. Sauf que ses amis ne sont jamais revenus. Ils ont été emportés par une avalanche massive. Fatal. C'est une histoire terrible. Et ce qui est glaçant, c'est qu'il n'y a pas de... De leçons à en tirer. Exactement. Aucune leçon de prudence. C'est juste le hasard pur. Sa décision n'était pas basée sur une analyse du risque ou une sagesse supérieure. C'est précisément le point qu'il souligne. Ce qui lui a sauvé la vie n'avait, en fait, rien de rationnel. C'était un coup de chance. Et ce drame l'a convaincu que les événements spécifiques qui façonnent nos vies sont impossibles à prévoir. Le monde est bien plus fragile, plus aléatoire qu'on l'imagine. Ça force à l'humilité. D'accord. Alors, si le monde est si imprévisible, on est complètement perdu. C'est là que l'approche du bouquin devient vraiment pointue, vraiment puissante. Si les événements sont aléatoires, peut-être que les réactions aux événements, elles, ne le sont pas. C'est tout le cœur de sa thèse. Les événements changent, les gros titres changent, la technologie change, mais les schémas de comportement humain, eux, sont d'une stabilité remarquable. L'anecdote qu'il raconte avec Warren Buffett est parfaite pour illustrer ça. Ah oui, celle du sneakers, c'est ça. On est en plein cœur de la crise financière de 2009. Le monde s'écroule. Un ami de Buffett est paniqué et lui décrit le chaos. Buffett l'écoute et puis lui demande « Savez-vous quelle était la barre chocolatée la plus vendue en 1962 ?» Déconcertant comme question. L'ami répond « Non, bien sûr. »« Sneakers », dit Buffett. « Et savez-vous quelle est la plus vendue aujourd'hui ?» L'ami réfléchit et dit « Sneakers, je suppose. » Fin de la conversation. C'est génial. Ça montre que nos désirs profonds, nos petits réconforts, ils sont incroyablement stables, même quand tout semble au bord du gouffre. Et ça me fait penser à une autre force, tout aussi stable, notre besoin fondamental de nous raconter des histoires. L'idée, c'est que ce n'est pas la meilleure idée qui gagne. C'est toujours la meilleure histoire. Toujours. Toujours. Les faits, les chiffres, ça parle à notre cerveau rationnel. Mais les histoires parlent à nos émotions. Et ce sont elles qui nous poussent à l'action. L'exemple de Sapiens de Yuval Noah Harari est un cas d'école. Harari lui-même admet qu'il n'y a aucune recherche fondamentalement nouvelle dans son livre. Ah bon? Mais alors, pourquoi ce succès planétaire?
Parce qu'il a pris des milliers d'années de connaissances et il les a tissées en un récit cohérent, captivant, qui donne du sens. Il a raconté l'histoire de l'humanité d'une manière qui nous a parlé intimement. La narration a juste écrasé la simple compilation de faits. Mais c'est un peu déprimant, non? Si la meilleure histoire gagne toujours, est-ce que ça veut dire que la vérité, les faits objectifs, sont condamnés à perdre? C'est le grand danger. Et c'est un paradoxe qu'on vit tous les jours. Une idée juste mais mal racontée a peu de chances de gagner face à une idée fausse mais portée par un récit puissant. Et ça nous amène directement à une autre constante humaine. Le monde est guidé par des forces invisibles, des choses qu'on ne peut pas quantifier. Hmm. L'histoire de Robert McNamara pendant la guerre du Vietnam est tragiquement éclairante là-dessus. Le secrétaire à la défense américain, l'homme obsédé par les chiffres? Obsédé est le mot juste. Il voulait gérer la guerre comme une entreprise, avec des indicateurs de performance. Il avait des tableurs pour tout, le nombre d'ennemis tués, les body counts, le nombre de munitions. Pour lui, si les chiffres étaient bons, la guerre était en train d'être gagnée. Sauf que ça n'a pas du tout marché comme ça. Pas du tout, son approche a été un échec monumental. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas mettre le moral, la peur, l'espoir ou la détermination dans un tableur Excel. Ce sont ces forces irrationnelles, ce que l'économiste Keynes appelait les esprits animaux. Cette vague d'optimisme ou de pessimisme spontané, c'est ça le vrai moteur de l'histoire. Cette idée d'esprits animaux, d'euphorie, de panique, ça sonne comme quelque chose qui se répète, un cycle. Totalement. C'est au cœur de la pensée de l'économiste Hyman Minsky, que Housel cite beaucoup. Sa formule est à la fois simple et géniale. La stabilité est déstabilisante. Expliquez-nous ça, c'est contre-intuitif. Quand tout va bien pendant une longue période, que l'économie est stable, que les marchés montent, que se passe-t-il? Les gens oublient le risque, ils deviennent complaisants, puis trop confiants. Ils pensent que cette fois, c'est différent. Ah oui. Alors, ils prennent plus de risques, ils s'endettent, ils investissent dans des projets de plus en plus spéculatifs, et en faisant ça, ils sèment les graines de la prochaine crise. Le calme, en fait, c'est la période d'incubation de la tempête. On l'a vu en 2000 avec la bulle Internet, en 2008 avec les subprimes, et on le reverra. C'est à la fois rassurant de savoir que le schéma existe et un peu terrifiant de voir qu'on tombe dans le même piège. À chaque fois. C'est le propre d'un comportement intemporel. Chaque génération pense être plus intelligente que la précédente, mais la peur et la cupidité, elles finissent toujours par reprendre le dessus. D'accord. On a posé le diagnostic. Le monde est aléatoire, mais la nature humaine est prévisible. Cyclique, émotionnelle. C'est fascinant, mais concrètement, comment on utilise cette boussole au quotidien? Comment ça nous aide à mieux vivre? C'est là que le livre devient très très pratique. Prenons la question du bonheur. Husserl avance une idée simple mais profonde. Notre bonheur dépend moins de ce qu'on possède que de l'écart entre nos possessions et nos attentes. Le vrai moteur du monde, dit-il, ce n'est pas tant la cupidité que l'envie. On ne veut pas juste une belle voiture. Non, on veut une plus belle voiture que celle du voisin. C'est le fameux piège de la comparaison sociale, amplifié à l'extrême par les réseaux sociaux aujourd'hui. Exactement. Et c'est une course sans fin, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus. La leçon pratique, du coup, c'est que la capacité à gérer ses attentes est une compétence au moins aussi cruciale pour le bien-être que la capacité à augmenter ses revenus. Mais comment on fait ça? Comment on gère ses attentes sans perdre son ambition, sans devenir complaisant? Ah, la nuance est capitale. Il ne s'agit pas de baisser son ambition, mais d'ancrer sa satisfaction à des critères internes, stables, plutôt qu'externes et mouvants. Par exemple, au lieu de lier son bonheur à un statut social supérieur à celui de ses collègues, ce qui dépend des autres, et bouge sans cesse, on peut le lier à l'atteinte de son indépendance financière ou à la maîtrise de son temps. Ce sont des objectifs internes, on déplace le jeu. C'est un changement de logiciel complet. Ce que je trouve aussi très puissant dans cette approche, c'est l'idée qu'il n'y a pas de raccourci, pas pour les choses qui comptent vraiment. L'anecdote sur le film Laurence d'Arabie est brutale. Oui, elle est excellente. Dans une scène, Laurence éteint une allumette avec ses doigts, sans broncher. Un autre officier essaie de faire pareil, il se brûle et il crie « Ah, ça fait mal, c'est quoi le truc ?» La question qu'on se pose tous. Et Laurence répond calmement « Le truc, c'est de ne pas faire attention au fait que ça fait mal. » C'est une réponse terrible. Et parfaite. On cherche tous le truc, la formule magique pour avoir le résultat sans l'effort. Exactement. Et le livre nous dit que pour tout ce qui a de la valeur, il y a un prix à payer. Et ce prix, ce n'est pas toujours de l'argent.
C'est souvent le stress, l'ennui, l'incertitude, la patience. Le vrai truc, c'est d'accepter ce prix et d'être prêt à le payer. Et dans le monde si polarisé qu'on connaît aujourd'hui, comment cette idée de se concentrer sur les constantes humaines, ça peut nous aider à naviguer les désaccords? C'est peut-être la leçon la plus importante, la plus humble en tout cas. La thèse, c'est que nos croyances profondes ne viennent pas d'une analyse froide des faits, mais de nos expériences personnelles, du hasard de notre parcours. Le titre du chapitre est très parlant. Les blessures guérissent, les cicatrices restent. Donc, deux personnes avec les mêmes infos peuvent arriver à des conclusions radicalement opposées, juste parce qu'elles n'ont pas vécu la même chose. Précisément, une personne qui a grandi dans la pauvreté et une autre dans l'opulence n'auront jamais la même vision du risque. Jamais. Même si elles lisent les mêmes livres d'économie. Une personne dont la famille a fui une dictature n'aura jamais la même vision de l'autorité. Leurs cicatrices sont différentes. Et ça change tout dans la façon d'aborder un débat. Ça change tout. La question à se poser n'est plus « Pourquoi es-tu stupide au point de ne pas être d'accord avec moi ?», mais plutôt « Qu'est-ce que tu as vécu, que je n'ai pas vécu, qui te fait voir le monde de cette façon ?» Ça ne garantit pas qu'on trouvera un accord, mais ça remplace le mépris par une potentielle curiosité. C'est une vraie leçon d'humilité. En fin de compte, si on devait synthétiser, Same as Ever, ce n'est pas un livre de prédiction. Ce n'est pas une boule de cristal. Non, c'est une boussole. C'est ça, une boussole. Une boussole qui nous apprend à nous orienter non pas en fonction des vents changeants de l'actualité, mais en nous fiant aux étoiles fixes des comportements humains. Non pas parce qu'on l'aurait prédit, mais parce qu'on comprend mieux les réactions humaines qui le façonnent. En se concentrant sur ce qui est permanent, on peut naviguer dans ce monde avec un peu plus de sérénité et beaucoup moins d'arrogance. D'ailleurs, le livre ne se termine pas par des réponses définitives, mais par des questions, pour nous faire réfléchir. En voici une que je trouve particulièrement puissante, à méditer. Avec lesquelles de mes opinions actuelles serais-je en désaccord si j'étais né dans un autre pays ou à une autre époque ?